Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue au Café du Commerce. Donc, je suis Carole Bossès de la Chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort et c'est moi qui vais animer aujourd'hui ce Café du Commerce de février. Je serai accompagnée de Yannick, notre expert invité et artiste photographe qui vous apportera son expertise et ses conseils de professionnels concernant les photographies. Car voilà, aujourd'hui, il sera vraiment question de photographie dans ce premier café du commerce de l'année et de comment les réaliser facilement pour mettre en avant votre boutique et votre savoir-faire. Donc, comme d'habitude, notre atelier s'inscrit dans le dossier du mois sur laboutique.fr où vous retrouverez les fiches pratiques, la newsletter que l'on envoie chaque mois et l'intégralité de notre thématique sur la photographie. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter à la boutique, n'hésitez pas à indiquer votre mail dans le chat. Comme ça, nous pourrons vous inscrire automatiquement à la newsletter. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, d'intervenir pendant la présentation pour poser des questions, soit via le biais du chat, soit en levant la main et nous vous donnerons la parole. Bonjour Madame Ablot. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Voilà, donc je vous demanderai juste de couper votre micro si vous le voulez bien et votre vidéo pour que nous puissions avoir un enregistrement et une vidéo fluide. Merci beaucoup. Alors, si tu veux bien passer à la slide suivante. Et oui, s'il veut bien, voilà. Voilà. Donc, en fait, la présentation va se découper en 3 parties. Donc, dans un premier temps, effectivement, comment entamer une prise de photo? Qu'est-ce que je dois faire en amont avant de commencer à prendre des photos pour mon magasin, pour mon site internet ou pour mes réseaux sociaux? Nous verrons ensuite avec Yannick les principes de la photographie. Comment prendre une photo, comment mettre en avant un produit ou une ambiance. Donc, il nous expliquera tout ça. Vous pourrez effectivement, comme je vous l'ai dit, à tout moment, poser des questions. Et ensuite, Yannick y répondra avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Ah, on a perdu Fanny. Non, voilà. Bonjour Fanny. Bienvenue. Alors, je vous présente Fanny, conseillère numérique à la CCI de la Nièvre, qui participe aussi à notre webinaire. Bienvenue. Alors, si tu veux bien passer. Oui. Alors, donc, pourquoi la photographie est-elle si importante pour votre commerce? Vous connaissez l'expression que l'on attribue à Confucius, une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai que ce n'est pas juste une citation pour faire beau comme ça. Nous vivons aujourd'hui dans un monde d'images. Et lorsqu'un client rentre dans votre boutique, c'est en grande partie parce qu'il est séduit par ce qu'il a vu dans votre vitrine. Et sur Internet et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est commerçant, on a tendance à se concentrer sur son produit, sur son projet, comment vendre mon produit, comment aménager ma boutique, etc. Et souvent, la communication vient après, c'est-à-dire comment je vais faire connaître mon entreprise et comment je vais faire venir du monde dans ma boutique. Et vous le savez tous, aujourd'hui, il faut être vu. Et être vu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire se mettre en valeur, accrocher l'œil, sensibiliser, attirer, faire réagir les gens. Autant d'éléments qui sont importants pour faire connaître votre entreprise. Donc, j'imagine que vous utilisez ou vous avez projet d'utiliser les réseaux sociaux ou un site internet pour mettre en avant votre entreprise sur le web. Mais avant de mettre tous ces outils en place, il est nécessaire aussi d'avoir quelque chose à montrer. Et donc, plus rapidement que des mots, les images vont transmettre votre message
mettre en avant votre savoir-faire. Et en utilisant la photographie, vous avez un moyen simple et efficace de promouvoir votre entreprise, votre boutique, vos produits, etc. Alors la question, c'est est-ce que vous pouvez le faire avec un budget limité? Moi, je dirais oui. Est-ce qu'il est possible de le faire seul? Oui aussi, jusqu'à un certain point. On ne va pas se mentir, un photographe professionnel sera toujours un atout précieux à vos côtés dès lors que vous voulez réaliser un projet plus pérenne. Mais ce que nous, on va vous montrer ce matin en vous initiant au principe de la photographie, c'est comment valoriser les photos de vos produits, de votre commerce, pour que votre communication au quotidien soit percutante et que vous puissiez créer de l'engagement et générer du flux dans votre commerce. Donc, on va vous expliquer tout ça et ensuite, ce sera à vous de jouer. Si tu veux bien passer, merci. Donc, effectivement, dans un premier temps, parmi les étapes clés pour réaliser des photographies en amateur, la première des étapes, c'est effectivement de bien se préparer. Et bien se préparer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire définir ses intentions, aller chercher des informations qui vous intéressent pour effectivement trouver l'inspiration et peut-être s'équiper, on le verra avec Yannick ensuite. Ce que va faire Yannick, c'est également vous expliquer comment lui, il se prépare en tant que photographe, comment il réalise de meilleures photos en respectant quelques principes de base. Et ensuite, donc, il nous montrera des exemples concrets de comment on prendrait de façon classique une photo et comment la mettre en avant en respectant les principes qu'il vous aura expliqués. S'il te plaît. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Ok, très bien. Donc, Yannick, n'hésite pas à intervenir. Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de définir ses intentions, l'idée, c'est de se dire, voilà, une séance de prise de vue, ça ne s'improvise pas. Yannick vous l'expliquera longuement ensuite. On ne le fait pas sur un coup de tête. Comme tout travail sur de la créativité, il faut quand même réfléchir en amont sur ce que vous voulez faire. Et définir ses intentions, c'est de se dire qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je souhaite montrer? Est-ce que je souhaite informer? Est-ce que j'ai besoin de me faire connaître? Est-ce que je veux annoncer une nouveauté? Est-ce que j'aimerais fidéliser ma clientèle et créer de la complicité avec ma communauté? En fonction de cette première étape, vous allez déjà commencer à réfléchir à quelle photographie vous allez réaliser. Est-ce que ce sera une photo d'ambiance, par exemple? Est-ce que ce sera une photo de produit? Si c'est une vente exceptionnelle, par exemple, ça peut être intéressant de se dire, je vais montrer que j'ai de la quantité et que je vais organiser une vente flash. Donc, il est peut-être intéressant de montrer un empilement de produits. Ou si je veux créer de la proximité avec mes clients, peut-être qu'il serait sympa de prendre une photo de mon équipe, etc., etc. Et quelles que soient vos intentions, l'important, c'est que vos photos soient en adéquation avec votre boutique et avec votre positionnement. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura une vraie cohérence entre ce que vous avez mis comme ambiance dans votre boutique et ce que vous allez ensuite montrer en communiquant sur les réseaux sociaux, par exemple. Et surtout, ça va montrer du professionnalisme, de la crédibilité et par le fait légitimer votre entreprise. Pour quelqu'un Ouais, vas-y. Pour quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise, si il vous découvre via les réseaux sociaux et qu'il voit que vous présentez des photos bien composées, qui ont un rendu professionnel, ça aura toujours un meilleur effet que si vous avez pris une photo sur un coin de table avec les miettes de votre petit déjeuner, par exemple. Alors, je grossis le trait, bien entendu.
Tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui, oui, non, mais ce que dit Carole est fondamental. Il est pas rare, hem, un certain nombre de photographes, dont je fais partie, ont tendance à considérer qu'une photo, il y a 3 temps pour obtenir une photo. Le premier temps, c'est, penser la photo, réfléchir à notre intention. L'enjeu, c'est pourquoi je vais mobiliser du temps et de l'énergie, et du matériel, des personnes et cetera. Pourquoi? Quelle est mon intention? C'est vraiment l'intention qui est importante. C'est pourquoi je veux faire cette photo? Qu'est-ce que je veux véhiculer? Qu'est-ce que je veux transmettre? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un savoir-faire? Est-ce que c'est et cetera? Et le deuxième temps, c'est je prépare ma photo. Autrement dit, je me mets dans les conditions qui vont me permettre d'obtenir le résultat qui sert l'intention que j'avais, en me disant: «Tiens, je vais faire une photographie ou une série de photographies», et puis seulement le troisième temps, c'est prendre la photo. Donc il y a vraiment ces 3 temps. Je pense la photo, je pense ma communication que ma photo d'ailleurs. Je définis mon intention, ensuite je prépare et seulement ensuite je prends. Alors, il y a des gens qui sont plus instinctifs que ça. Néanmoins, je fais partie de ceux qui, travaillent de cette façon-là. Et on va illustrer ça, par exemple, avec, quelque chose de tout bête. Imaginons une photographie qui tourne autour de la boulangerie ou du pain. Rien qu'en fonction de ce que, vous souhaitez, montrer, y réfléchir va déjà structurer la photo que vous allez obtenir. Typiquement, imaginons que, j'imagine, que je souhaite, communiquer autour des produits qui servent à faire mon pain. Une farine, locale, bio, et cetera, que sais-je, ou, à contrario, une farine qui vient d'un processus très bien rodé et cetera. Je vais probablement pas faire une photo qui va montrer une baguette, en disant: «Cette baguette a été faite avec la farine, X». Je vais plutôt mettre en valeur mon produit en faisant des graines, en montrant, je sais pas, les étapes de processus, du moulin, que sais-je encore. Donc je vais plutôt orienter ma photo là-dessus. Si à contrario, je suis une entreprise qui fabrique des produits, des fours professionnels pour des boulangeries, bah, je vais plutôt, prendre une photo, de mon four, peut-être avec du pain dedans en train de lever et cetera, pour le mettre en situation et cetera. Mais je vais plutôt orienter ma photo sur le four, plutôt que sur le résultat fini. À contrario, si effectivement je veux mettre en valeur, la qualité du pain que je produis, bah, cette fois, c'est plutôt le pain que je vais prendre en photo. Et enfin, admettons quelqu'un qui ait une boutique, qui ait une boulangerie, qui a une réputation, très ancrée dans l'histoire de sa ville, la boulangerie machin, leur pain il est fameux et cetera, et que je veux communiquer là-dessus. Je suis monsieur machin, bah, là je vais peut-être plutôt faire une photo où je vais me mettre moi en situation dans mon fournil parce que je porte l'identité de mon entreprise et je suis reconnu comme étant celui qui porte la qualité de l'entreprise, sa tradition, sa transmission, une histoire familiale, et cetera. Donc vous voyez, rien qu'un alors on pourrait en discuter de l'exemple, hein, je vous le raconte là comme ça à la volée. Mais rien qu'autour de la thématique de la boulangerie, du pain, et cetera, en fonction de ce que je souhaite véhiculer, un produit amont, un produit aval, quelque chose qui sert à la transformation, un savoir-faire, une identité, je ne vais pas réfléchir à ma photo de la même façon. Donc ce que dit Carole est vraiment fondamental. C'est avant de se dire: «Bah, je fais le clic-clac instant Kodak», c'est très, très bien, il n'y a pas de souci. Mais si ça a une portée de communication, il faut réfléchir à ça. Et pour, appuyer encore un autre propos, que disait Carole tout à l'heure, hem, ce dont on va parler aujourd'hui, le but c'est pas de vous dire, «Ah bah OK, j'ai suivi un café du commerce d'une heure, plus besoin d'un photographe professionnel». Ce serait malvenu de ma part de dire ce genre de choses. C'est simplement effectivement, encore une fois, en fonction de non seulement de l'intention, mais aussi de la pérennité de la chose ou de l'importance de la chose. Il y a des photos sur lesquelles, bah, vous aurez meilleur temps de faire appel à un professionnel. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un résultat qui va durer dans le temps, qui va avoir un impact plus fort, un professionnel avec qui vous allez pouvoir discuter de vos intentions et ça va être à lui de les traduire dans un projet d'image avec lequel, vous pourrez discuter ensemble pour dire: «OK, ça me plaît, ça me plaît pas». Il va avoir, un book à vous montrer et cetera et cetera. Si vous voulez faire un livre, si vous voulez faire un site institutionnel avec des photos pérennes,
l'apport et l'expertise et le talent d'un photographe professionnel peuvent vous être utiles. A contrario, dans les exemples que citait Carole tout à l'heure, pour une communication plus instantanée, plus flash, de l'animation de réseaux sociaux, etc., là, est-ce que vraiment vous avez besoin de faire appel à un professionnel au quotidien? La réponse est probablement pas, puisque aujourd'hui, vous avez entre les mains tous les outils, ne serait-ce qu'un smartphone, qui vous permet d'avoir une production suffisamment qualitative pour que votre communication régulière, votre communication flash, votre communication du quotidien produise un résultat qui soit largement suffisant. Et c'est aujourd'hui principalement là-dessus qu'on va effectivement discuter, qu'on va vous amener des éléments. C'est comment, avec des moyens qui sont à votre portée, dans votre poche, vous serez capable de faire des photos un petit peu sympathiques qui sont largement suffisantes pour des usages dont la vocation n'est pas de produire des 4 par 3 en ville, quoi. Et si Dans tu le veux simple. bien passer à la slide suivante, je continuerai effectivement sur ce propos-là en disant, vous n'avez pas besoin, vous, d'imaginer forcément la photo seule. Vous pouvez aller trouver de l'inspiration auprès d'autres. Déjà, ne serait-ce que chercher ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Votre magasin, c'est votre univers. Déjà, vous pouvez commencer à réfléchir sur comment vous le définiriez. Est-ce que vous avez une ambiance apaisante? Au contraire, est-ce que vous avez créé un magasin plutôt dynamique et punchy? Et donc, pour trouver des inspirations de photos, vous pouvez commencer déjà par aller regarder auprès d'autres utilisateurs de votre secteur. Hein, vous pouvez suivre des entreprises qui proposent des produits ou des services similaires ou des comptes d'entreprise qui proposent des produits annexes aux vôtres. Alors, on peut prendre l'exemple du café. Si vous vendez effectivement du café, vous pouvez suivre par exemple des entreprises de torréfaction et de voir comment ils vont présenter les produits et regarder ce qui vous plaît dans les photos qui sont présentées. Et surtout, vous allez pouvoir aussi observer les photos de la façon dont observer la façon dont la photo a été prise. Alors là, je m'avance un petit peu sur ce que pourrait dire Yannick, mais sur quel type d'éclairage vous voyez, comment les produits ont été scénarisés, est-ce que l'angle a été pris d'une certaine façon ou d'une autre. Vous pouvez faire l'inventaire des compositions qui vous plaisent et pourquoi pas, par exemple, vous créer un compte Pinterest dans lequel vous allez enregistrer les photos qui vous plaisent et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous ensuite créer votre photographie propre. C'est ça. En fait, en photographe, enfin souvent chez les photographes, on appelle ça se nourrir le regard. C'est-à-dire qu'on passe certains d'entre nous, tout le monde ne le fait pas, mais moi je fais partie de ceux qui aiment bien regarder les photos des autres, ce que produisent les autres photographes, aussi bien des gens très célèbres que des parfaits inconnus, regarder des photos et me nourrir le regard. Regarder ce qui m'interpelle, ce qui m'amène une émotion, ce qui met en valeur quelque chose que je trouve particulièrement ici et essayer ensuite de la décomposer un peu, comme disait Carla, en me disant: «Tiens, ça c'est pas mal, comment ça a été fait? Pourquoi ça a été fait comme ça? Tiens, c'est intéressant, moi ça m'inspire quelque chose» et cetera et cetera. Oui, ne serait-ce que sur les photos qui sont affichées là, il y a des trucs qui sont toutes bêtes. Je pense que vous voyez le pointeur de ma souris. Si on prend la photo en bas à droite, le gâteau avec le petit cœur, on n'obtient pas tout à fait la même photo si on a juste le gâteau avec le glaçage en petit cœur et que derrière on n'avait pas le cœur en sucre glace, la petite passoire qui a servi à le faire et le bocal qui a servi à faire le sucre. L'ambiance serait pas tout à fait la même. Donc, effectivement, se nourrir le regard, par exemple Pinterest dont parlait Carole est une excellente source d'inspiration, Instagram et cetera ou même simplement un Google Images. Quand vous avez une intention, quand vous souhaitez, vous dites: «OK, j'ai un projet, je vais essayer de faire une série de photos», et surtout n'oubliez pas, hein, quand vous faites des photos, vous pouvez en prendre un certain nombre par avance, vous consacrez à ça un certain temps, vous en faites une dizaine, une quinzaine d'avance et puis vous en servez sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous n'êtes pas obligé de faire un jour une photo, hein. Bref, donc se nourrir le regard avec des livres photos, avec des sites, avec du Pinterest, avec et cetera, c'est très, très important et effectivement faire la différence aussi entre, ça me plaît
et je vais essayer de chercher à comprendre pourquoi et de voir si je peux m'en servir. Et à contrario, je tombe sur quelque chose, je dis: «Ouah, alors ça me plaît pas du tout». Heureusement que ma boutique, heureusement que mon produit, est pas mis en valeur comme ça parce que je pense que ça ferait fuir mes clients. Ça ne correspond pas à l'intention de ce que je veux montrer. Peut-être que quand vous voyez une photo qui vous plaît, gardez-la, et quand vous voyez une photo qui vous plaît absolument pas, bah, gardez-la aussi pour de temps en temps y retourner en disant: «Ce truc-là qui me plaisait pas, est-ce que ça continue à ne pas me plaire? Pourquoi?» et cetera, et ça, OK, ça c'est absolument pas ce que je veux, et ça va fonctionner aussi bien quand, comment dirais-je? Quand vous voulez faire vos photos vous-même, ou d'ailleurs si vous allez bosser avec un professionnel. Moi, j'apprécie beaucoup, enfin de toute façon quand je travaille avec des gens, la première chose que je leur dis, c'est déjà j'essaie de capter leur intention, et la deuxième, je leur dis: «OK, on va discuter un petit peu, on se prend un rendez-vous. Dans l'intervalle, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez, vous, des recherches et allez me chercher une dizaine ou une quinzaine de photos sur des choses qui vous plaisent et une dizaine ou une quinzaine de photos sur des trucs où il dit: «Ah non, s'il fait ça, s'il me rend ça comme résultat, non seulement je le paye pas, mais je le tue». Donc et allez chercher ça de façon à bien être capable de donner un effet de contraste entre vraiment ce qui vous plaît et vraiment ce qui vous plaît pas, et encore une fois, que ce soit pour travailler avec un professionnel ou que ce soit tout simplement pour votre propre production. Vous voyez que ça amène tout de suite, encore une fois, on est dans la préparation très amont, mais ça va de fait orienter la photo que vous allez prendre. Après se pose la question, effectivement, est-ce que vous avez besoin de vous équiper? Aujourd'hui, est-ce que effectivement vous allez avoir besoin d'un trépied, d'un fond, de lumière additionnelle? Est-ce que vous avez besoin de vous équiper avec un appareil photo professionnel? Et est-ce que vous avez besoin d'y consacrer un budget important? Là, effectivement, c'est Yannick qui va pouvoir vous apporter un éclairage. Mais je pense que avec ce que vous avez aujourd'hui dans votre poche, c'est-à-dire votre smartphone, sauf si vraiment vous avez un smartphone qui est vraiment, vraiment très antique, Avec un vous Nokia avez 3310, c'est compliqué, mais sinon, avec un pas Nokia trop ça. 3310, on est d'accord, c'est très compliqué. Vous aurez déjà la possibilité, je pense, mais tu m'arrêtes si je me trompe, de faire quelque chose de très, très correct. Non, non, tout à fait. La question du matériel, souvent chez les photographes, en plus les photographes aiment bien parler de leur matériel, comparent tout le temps leur matériel, et cetera, et cetera. Alors évidemment, c'est important. Hem, en fait, avoir des appareils, du matériel, qui est très cher, enfin qui est cher ou très cher, lourd ou très lourd, compliqué ou très compliqué, ça permet d'aller chercher des photos, des, détails photographiques, qui sont, impossibles à aller chercher ou très difficiles à chercher si on n'en dispose pas. OK, certes. Néanmoins aujourd'hui, le moindre smartphone, possède une qualité de capteur, une qualité d'objectif, qui est absolument, incroyable, et qui vous permet de faire des photos tout à fait correctes, hein, sans avoir besoin d'un appareil autre. Alors, faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est si vous avez un appareil, photo, un compact ou mieux encore un réflexe, donc réflexe, ouais, boîtier, appareil, des gros machins très, très lourds avec les objectifs interchangeables. C'est très, très bien, vous ferez des photos probablement encore meilleures, il y a pas de souci. Néanmoins, c'est pas strictement nécessaire, surtout pour de la photo, dont la vocation n'est pas de durer dans le temps. Un simple smartphone vous permet objectivement d'obtenir des résultats qui sont tout à fait corrects. Les exemples que vous allez, voir derrière, il y en a un certain nombre. Dans l'illustration comme disait Carole, on va essayer de vous illustrer un certain nombre de profils de principes photographiques en disant, bien, pas bien. Toutes les photos qui ont été produites, il y en a pas beaucoup, vous les verrez. C'est moi-même qui les ai faites en préparation de ce petit webinaire avec mon propre smartphone. Et je suis un utilisateur catastrophique de smartphone pour ce qui concerne la photo. Moi, je suis le photographe qui est habitué à avoir les gros appareils lourds. La première chose que je fais quand j'ai un smartphone pour prendre une photo, c'est que je me le colle à l'œil, j'y vois rien, je sais pas comment ça marche, c'est tactile, il n'y a pas un bouton pour une fonction. Ça m'énerve, je supporte pas ça. Bref, je suis nul et ça me gonfle. Pourtant, pour vous, j'ai fait l'effort d'essayer de prendre des photos pour illustrer le propos, ce qui vous montre que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien sur la façon dont on utilise un smartphone en photographie, mais qui par contre possède quelques notions de photographie, arrive à produire des photos relativement qualitatives. En tout cas assez facilement et à peu de frais. Donc c'est de ça dont on va parler derrière. Donc de quoi vous avez besoin? Fondamentalement sur des photos qui vont pas aller chercher une technicité très forte,
vous avez besoin de votre smartphone. Éventuellement, vous verrez, en utilisant une simple lampe de poche, ou etc., on peut aussi amener quelques petits effets de lumière sympathiques. Donc, vous avez besoin de vous tout seul et de votre smartphone. On produit déjà du bon résultat. Éventuellement, si vous faites aider de quelqu'un, et puis que vous avez une lampe torche par ailleurs, on peut aussi amener quelques effets de lumière sympas. Mais franchement, avec votre smartphone, vous pouvez déjà aller très loin. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir et poser des questions avant que Yannick Ouais, commence la partie plus technique, on va dire? on va passer à la partie professeur. Donc, Oui. n'hésitez pas si vous avez des questions avant. Tout est clair, me Merci. dit Fanny. Bon, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. C'est parfait. Très bien. Alors, donc, principes qui font la différence, autrement dit, quels sont les ingrédients d'une bonne photo. Encore une fois, on a eu une petite heure devant nous et on en a déjà grillé une petite partie à discuter. Donc, le but, c'est pas de faire de vous des professionnels de la photographie dans la demi-heure qui nous reste. C'est pas ça du tout. Le principe, c'est de vous donner quelques éléments clés, structurants, qui vont vous permettre très simplement, en les gardant en tête, de tout de suite passer d'une photo, je dirais, pas très construite, à une photo qui, grâce à quelques principes de base, devrait être normalement assez vite plus qualitative. Vous voyez que ces principes sont pas très très nombreux. De toute façon, derrière, vous aurez la présentation, comme le disait Carole en vidéo, voire même le support de présentation peut-être. Donc vous pourrez les retrouver assez facilement. Euh, pourquoi c'est important? Parce que en pédagogie, c'est tout bête. Il y a toujours une différence entre ne pas savoir que quelque chose existe et savoir que quelque chose existe. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de quelques principes et on va y aller relativement vite. Néanmoins, une fois qu'on vous les aura expliqués, vous savez que ça existe. Donc vous pourrez y revenir plus tard. Contrairement à quand on n'a pas ces petits principes de base, on ne sait pas qu'ils existent, donc on ne peut pas les appliquer. Donc on va vous les citer, certes un peu vite, néanmoins s'il y a des questions, on prendra quand même le temps d'y répondre, mais après vous pourrez y revenir derrière. Alors la première chose, plutôt que de savoir ce qu'il faut faire, on va déjà balayer un certain nombre de choses à surtout ne pas faire. Des pièges très simples qui sont à éviter, ou déjà si on ne fait pas ça, la photo sera déjà d'emblée meilleure. Ensuite, on va parler de principes de base de composition, on dit de comment on construit une photo, comment on positionne les choses dans le cadre. Et puis, on va parler un petit peu de la lumière et le flou. La photographie, au sens le plus étymologique du terme, c'est écrire avec la lumière. Donc la lumière est quand même une composante essentielle de la photo, comment on la travaille un petit peu. Sur la première partie, les pièges à éviter. Fondamentalement, il y en a 3. Le premier piège, c'est le centre. Pensez au fait que le centre, c'est assez mal. Globalement, les deux formats classiques, les deux formats les plus travaillés depuis au 20e siècle en photographie, c'est le format allongé, dit 24-36, 2 tiers. Et on a donc plus d'un siècle de culture photographique qui nous fait regarder les images à travers ça, à travers cette production-là. Le cinéma, c'est plutôt un format allongé. La photographie portrait, c'est la même chose debout. Et on a eu énormément de productions photographiques. Des milliards d'images ont été produites depuis l'invention de la photographie qui se reposent là-dessus. Et globalement, il y a un lien entre ça et la façon dont notre cerveau fonctionne, dont notre œil fonctionne. Ça a un rapport avec le nombre d'or, plus racine de 5 sur 2. Vous n'avez pas besoin de retenir la formule. Mais le nombre d'or, c'est un nombre qui décrit les proportions harmonieuses dans la nature. La croissance d'une feuille d'arbre suit la règle du nombre d'or. L'intérieur d'une coquille d'escargot suit le nombre d'or. Et la photographie, ça suit aussi le nombre d'or. Et globalement, vous allez voir, c'est un rapport avec ce qu'on appelle la règle des tiers. Tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour dire que globalement, dans une photographie rectangulaire, évitez de centrer votre sujet. Globalement, si vous mettez votre sujet au centre, en fait, votre œil, et ça vient de notre héritage historique, biologique, anthropologique, l'œil ne va pas savoir où regarder. Globalement, sur une photo, la lecture, elle se fait en Z, et quand le sujet il est au centre, l'œil il ne sait pas trop regarder en premier lieu. Autrement dit, ça ne va pas capter l'intention. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai.
pour les photos en style carré, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais globalement, si vous faites des photos au format traditionnel 2/3, 24-36, il faut éviter de mettre son sujet au centre. Déjà pour un phénomène qui est tout bête, c'est que, ça ne respectera pas la règle des tiers dont on va parler plus tard, et il va y avoir énormément de vide autour de votre sujet. Si vous imaginez un portrait qui est en plein centre, globalement, il va y avoir beaucoup de vide autour et ça va faire tout de suite une photo que le cerveau va interpréter comme étant pas jolie. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est le flash. Alors ça, c'est pareil, c'est tout bête à retenir. Il y a une règle d'or en photographie, en tout cas, moi, c'est celle que je donne tout le temps, c'est le flash, jamais à l'intérieur. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que le flash, surtout sur les smartphones, c'est vrai aussi sur les réflexes de base, hein, la lumière du flash, c'est quoi? C'est une lumière dont la source est très petite, et plus une source de lumière est petite, plus la lumière est dure. Ce qui veut dire que, en gros, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mettre le flash? Il va se produire 2 résultats. Un, vous allez complètement détruire l'ambiance lumineuse de l'endroit où vous vouliez prendre la photo. Donc si vous vouliez prendre un objet qui, parce qu'il est sur un meuble de telle façon, avec la lumière qui passe à travers la devanture de la boutique, etc., ça fait une jolie ombre, ça fait des belles lumières chaudes, etc. Mais on est dans un endroit qui est probablement un peu obscur. Les appareils photo aiment beaucoup avoir de la lumière. L'appareil photo, il va dire, il n'y a pas assez de lumière pour faire une photo nette. Je mets le flash, je prends la photo. Je vais avoir complètement détruit l'ambiance lumineuse de ce qu'il y a autour. Et en fait, la photo va ressembler à rien du tout. Donc le flash, c'est jamais à l'intérieur. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, dans ce que vous voyez naturellement, il n'y a pas le flash. Donc ça ne sert à rien de rajouter un flash, ça ne va pas apporter une meilleure lumière, ça va juste détruire l'ambiance lumineuse. Pourquoi les appareils photos font ça? Parce que de base, les appareils photos sont entre guillemets réglés pour non pas faire des belles photos, mais faire des photos nettes. Pour faire une photo nette, il faut de la lumière. Si l'appareil photo voit qu'il n'y a pas assez de lumière, il va rajouter le flash. Votre photo sera nette, mais moche, mais nette. L'appareil photo, il aura fait son boulot. Donc la première chose à faire si vous voulez faire de belles photos en intérieur, c'est désactiver le flash. Normalement, même sur le smartphone, il y a une petite icône, flash, oui, non, automatique, machin. Si je suis en intérieur, pas de flash. Ça, c'est la première règle. Jamais de flash en intérieur. Éventuellement en extérieur, mais là, pour le coup, ça ne vaut que si vous avez un gros appareil photo, parce que le flash en extérieur sur un smartphone, la lumière ne sera pas suffisante. Pourquoi je dis que ça peut être utile? Si vous prenez le portrait de quelqu'un en extérieur en plein midi, vous allez avoir le soleil qui va tomber directement dessus, ça va porter une ombre sous les yeux, une ombre sous le nez, et là, quand on utilise un flash très puissant, on peut amener une lumière de face qui va venir compenser l'ombre de la lumière projetée par le soleil. Donc en fait, le flash, la règle, elle est tout bête à retenir. C'est jamais en intérieur, éventuellement en extérieur. Par contre, pourquoi pas? C'est tout bête, mais il faut retenir ça. Le flash, ça va détruire une ambiance lumineuse. Et en plus, ça va assombrir la photo. Bref. La dernière chose, c'est le détail. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui nous vient de notre héritage biologique, anthropologique, etc. Fondamentalement, l'œil humain fonctionne un peu sur le principe d'un prédateur. Mais c'est celui d'un prédateur qui n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Autrement dit, notre œil biologique et notre cerveau, surtout, est programmé pour repérer les détails, pour repérer les choses qui dénotent. Pourquoi? Parce que si je repère quelque chose qui dénote, si je repère quelque chose, alors sur la photo ça ne se voit pas forcément, mais qui bouge, si je vois un détail qui me semble inhabituel dans ce que je vois, je vais tout de suite fixer mon attention dessus. Pourquoi? Parce que soit c'est quelque chose qu'éventuellement je peux manger, soit éventuellement c'est quelque chose qui peut être dangereux et auquel cas il faut que je puisse fuir. Donc notre cerveau et notre regard sont programmés pour aller rechercher les détails. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, quand vous allez travailler une photographie, faites attention aux détails et surtout aux détails parasites. Un bout de chaise, un bout de doigt qui va traîner sur l'objectif, etc., etc. Si vous avez un détail parasite dans la photo, croyez-moi, ça va se voir. C'est la première chose qui va se voir, voire même on ne verra plus que ça. Donc on va complètement louper l'objectif de la photo. Le sujet qu'on va vouloir chercher à montrer en valeur se verra pas du tout parce que l'œil va être attiré par le regard. Typiquement en photo, je vous dis c'est un petit peu différent, mais en vidéo c'est le même principe. Si vous êtes déjà retrouvé dans un environnement à discuter avec des gens alors qu'il y a une télévision dans un coin qui passe quelque chose, vous pourrez regarder, on a tout le temps la tête qui se tourne vers l'image qui bouge parce que notre cerveau il est programmé pour ça. Mais en photo, notre œil il est programmé pour aller chercher les détails
parasitent, les détails qui dénotent. Donc dans ces cas-là, il faut les évacuer. Ensuite, sur la composition. Globalement, le nombre de règles n'est pas très compliqué, vous allez voir, très petit nombre. Mais déjà, il y a une différence fondamentale entre les connaître et ne pas les connaître, c'est ce que je disais. Au départ, si on n'applique aucune règle de composition, il y a de fortes chances que notre photo ne soit pas terrible. La première règle, peut-être la plus importante, en tout cas la plus académique, c'est la règle des tiers. On va en parler juste derrière. Ayez déjà rien que cette simple règle en tête, vous verrez qu'elle n'est pas très compliquée, vous produirez tout de suite un résultat bien plus qualitatif. Et ça marche pour tous les formats de photos. Deuxième temps, portrait, paysage. Alors ça ne marche évidemment pas pour les photos en format carré, type Instagram ou autre. Mais par contre, ça marche pour les photos en type allongé. Est-ce que je les mets en horizontal ou en vertical? Autrement dit, en paysage ou en portrait, on en parlera. Ça joue beaucoup sur ce que traduit le résultat de la photo, sur l'intention que ça donne, sur le résultat que ça donne, sur l'émotion que ça fait transparaître et la façon dont ça met un sujet en valeur. Et ensuite, le point de vue. Je n'obtiendrai pas du tout la même photo si, avec mon appareil, je me mets au-dessus de mon sujet, au niveau de mon sujet, en biais par rapport à mon sujet. Ça va faire une photo radicalement différente et on verra comment et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment les principes de base. Vous voyez, 3 principes: les tiers, portrait, paysage, le point de vue. Rien qu'en appliquant ça, plus en évitant les pièges dont on a parlé avant, 3 pièges à éviter, 3 choses à faire, rien qu'avec ça, normalement, vous produisez déjà des photos bien plus qualitatives. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des doutes? A priori, non. On continue. Donc là, ce que je vais vous montrer là, pour le coup, je ne me suis pas embêté. Vous pourrez retrouver ça, si je ne me trompe pas, Carole, dans des fiches pratiques de la CCI. Donc, Tout à il fait, oui. y a déjà des gens qui se sont penchés sur la question et qui vous ont rédigé du très bon contenu. D'ailleurs, je me suis contenté de le réutiliser. Donc, la sacro-sainte règle dite des tiers. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le relire très très rapidement. Je vous disais, c'est un rapport très direct avec la façon dont notre œil, dont notre cerveau voit et lit les choses, qui est une harmonie naturelle, une proportion, ce que notre œil considère comme étant des proportions harmonieuses dans la nature, et la nature elle-même trouve ces proportions harmonieuses puisqu'on les retrouve dans plein de sujets. En l'occurrence, c'est quoi? Il s'agit de, quand vous allez composer une photo, mentalement, imaginez les lignes que vous voyez là à l'écran. Je sépare mon image en 3 tiers verticales et en 3 tiers horizontaux. Et globalement, notre œil va trouver harmonieux la photo si le sujet principal de la photo se trouve sur une des lignes en question. Ce qu'on appelle des fois aussi ligne des tiers ou ligne de force. Et ça va être encore plus vrai si le sujet que je vais photographier se trouve à l'intersection entre ces lignes. À ce moment-là, on dit qu'on utilise un point de force. Et typiquement, par exemple, sur un portrait, ça change radicalement les choses. Si vous faites un portrait qui est, on dit des fois, centré dans la pastille, si j'ai la tête de la personne qui est ici, c'est pas du tout la même chose que si j'ai la tête de la personne qui est là. Et on va voir des exemples derrière. Donc ça, c'est très très simple. Soit vous mettez mentalement en tête la décomposition de votre écran quand vous prenez votre photo en 3 tiers vertical et horizontal, voire même, il me semble que sur la plupart des appareils photo, il y a une option pour faire apparaître ces lignes. En tout cas, moi qui ne suis pas doué, sur le mien, je l'ai trouvé. Il y a une façon de faire apparaître ligne ou grille qui vous aide à faire cette composition-là et à positionner votre sujet sur une des lignes de force ou carrément sur un des points de force. Déjà, rien qu'avec ça, ça va changer votre photo. Si on prend 2 exemples qui ont trait à la cuisine, et on illustre très concrètement, vous le retrouverez aussi dans les fiches pratiques, donc ça vous fera des petits guides, des petits souvenirs. Regardez la première photo. La première photo, qu'est-ce qu'on a? On voit déjà qu'effectivement, on a notre sujet qui est positionné sur une ligne de force, euh, sur la ligne de force basse horizontale. Donc c'est là-dessus que notre regard, vous voyez, quand je vous dis que le regard il va aller en Z, on va regarder ici, ok, je vois du flou, j'ai pas grand-chose, je vais aller là, tac. Et là ici, j'ai mon œil qui va se fixer. Et non seulement je suis sur une ligne de force, mais je suis sur un point de force. C'est que je suis sur ce tiers-là et sur ce tiers-là. Et là, ce que je vais particulièrement mettre en valeur, c'est le plat, ce qu'il y a dans le plat, la nourriture, et même dans l'absolu, cette partie-là de la nourriture. Et le photographe qui a pris la photo a en plus, comme il a fait la mise au point sur cette ligne de force-là, on voit qu'en plus il y a du flou autour. Donc ça va encore plus accentuer le regard là-dessus.
Normalement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut obtenir qu'avec, avant en tout cas, on ne l'obtenait qu'avec un réflexe. Parce que c'est des questions d'optique, de règles photographiques dont je vais vous épargner la pesanteur aujourd'hui, et en plus on n'en a pas le temps, ça ne vous intéresserait pas. Mais globalement, euh, en photographie, on le dira tout à l'heure, on va chercher le flou. Bah, aujourd'hui, avec un smartphone, souvent vous avez des modes. Typiquement, d'ailleurs, ça c'est pas, il n'est pas rare que ça s'appelle le mode nourriture ou autre, où vous allez faire le point sur quelque chose et ça va vous générer du flou autour. Donc, si vous mettez ce qui vous intéresse sur les lignes de force en générant du flou autour, vous allez capter le regard. Et donc là, globalement, sur quoi on va mettre l'intention? On va mettre l'intention sur le résultat fini, sur le fait de dire que ce plat a l'air très appétissant. Si on prend autre exemple de cuisine, ici à côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, globalement, ce que l'on retrouve sur un point de force, c'est pas le plat. Ce qu'on retrouve sur un point de force, c'est la main de celui qui fait. Donc là, typiquement, ce que je mets en valeur, c'est le savoir-faire de la personne qui est en train de réaliser le plat que vous allez déguster. Donc, par exemple, pour une communication sur de la restauration, on peut imaginer qu'un assemblage de ces deux photos pourrait faire quelque chose de relativement sympathique. Voilà le savoir-faire des gens qui travaillent chez moi, et voilà ce que l'on fait. Mais ça raconte deux choses différentes. Ici, j'ai bien la mise en valeur du savoir-faire. Ici, j'ai la mise en valeur de ce que je produis. Et vous voyez, là, la règle des tiers, elle est parfaitement respectée. Très académique, mais très simple, facile à retenir, facile à appliquer. Et j'aurais pas du tout imaginé un peu la même photo si on remonte la visée et que j'ai la tête de la personne qui est au centre, bah c'est ça qui va capter mon intention. C'est pas la main, c'est pas le geste, c'est pas le plat. Finalement, mon œil, il saurait pas où regarder et la photo serait pas très réussie. Donc la règle des tiers s'applique aussi bien au format carré, hein. C'est ça, là, 2 tiers carré, 2 tiers, là-dessus, que la photo soit ici en paysage ou en portrait ou en format carré, la règle des tiers s'applique au format carré. Autrement dit, pour les photos type Instagram, la règle des tiers s'applique tout aussi parfaitement, c'est la même chose. Ligne de force, ligne de tiers, aucun problème. Portrait ou paysage? Alors, ce que je vais vous dire là, ce sont des principes un peu génériques. C'est pas des règles absolues. C'est juste à avoir quelque chose en tête pour dire, OK, de façon générale, entre le portrait et le paysage, qu'est-ce que ça véhicule? Vous allez voir, on a des exemples derrière qui montrent qu'on peut détourner ça et on peut détourner ça pour détourner un petit peu l'intention, véhiculer une émotion un peu différente. Mais fondamentalement, ça s'applique surtout au format dit traditionnel, 2 tiers, 16 neuvième. Évitez le 4 tiers. Ça, par contre, si vous pouvez faire ça, quand vous faites des formats photos, faites soit du carré, soit du 2 tiers, soit du 16 neuvième. Le 4 tiers, évitez ça. On a été habitué, l'œil humain, la culture photographique a été un peu habitué à estimer que le format 4 tiers, c'est le format des photos pas jolies. C'est pas un format très harmonieux, le 4 tiers. On est très très loin du nombre d'or. On est très très loin d'une composition, de la capacité à faire une composition harmonieuse. Généralement, c'est pas très chouette. Donc, carré, oui. 2 tiers, oui. 16 neuvième, oui. 4 tiers, évitez. Autrement dit, si sur votre téléphone, vous avez le choix avec du format 4 tiers, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Généralement, le résultat n'est pas terrible. Donc, comme dit, principe général, mais néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que le format paysage, donc le format allongé, il est plutôt associé à la paix, à la tranquillité, au fait de raconter quelque chose. C'est très narratif, ça ouvre le regard. C'est encore une fois, c'est pas pour rien. On a 170 ans d'histoire photographique derrière nous et on a surtout plus d'un siècle de cinéma. Le format allongé, c'est le format du cinéma, c'est le format de la narration. Ça va raconter quelque chose. Ça ouvre les perspectives. A contrario, le format portrait, lui, il est associé à la force, à la puissance, à la profondeur, éventuellement à l'angoisse, en tout cas à quelque chose de fort, et il va enfermer le regard. Il va nous permettre tout de suite de capter quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le format portrait, c'est celui qu'on utilise pour le portrait. Pourquoi? Parce que quand on utilise le format portrait et qu'on respecte la ligne des tiers, qu'est-ce qui va se retrouver sur le tiers supérieur? Ce sont les yeux. Or, là, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure. Notre biologie, notre histoire anthropologique fait que la première chose qu'on va chercher à capter quand on rencontre quelqu'un, c'est son regard, ami ou ennemi. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, on est programmé pour aller regarder ça, et quand vous utilisez du format allongé, règle des tiers, vous tombez sur le regard. Autrement dit, ça vous permet aussi de comprendre un truc tout bête, c'est que quand vous voulez faire un portrait, et là pour coup que ce soit familial ou professionnel,
eh bien, utilisez un format allongé, portrait, les yeux sur la ligne des tiers, et là, vous aurez tout de suite un portrait qui va donner une force particulièrement notable. C'est ce que je disais là, voilà. Le portrait est bien adapté au portrait, c'est notre cerveau qui nous fait ça. Je vais donner quelques exemples. Donc là, les photos qui sont là derrière, c'est pas juste pour le plaisir de vous montrer que je fais des choses qui sont jolies, mais c'est parce que au moins je suis certain qu'il n'y a pas de problème de droit avec les photos, c'est les miennes. Comme ça, on est tranquille. Vous voyez ce que je vous disais là, typiquement, la photo prise d'un avion avec mon réflexe, mais je me trimballe toujours avec mon gros appareil, même en avion. Là, globalement, on est sur un format paysage tout à fait traditionnel. Vous voyez que, hop, règle des tiers, j'ai bien le tapis de nuages qui est en dessous, le reste du ciel qui est au-dessus. Ça raconte quelque chose. C'est un côté un peu onirique, ne serait-ce que par le sujet, etc. Donc là, ça ouvre le regard. On peut s'évader, on peut machin. Le cerveau, il s'évade là-dedans quand il regarde. A contrario, ici, je suis en format vertical. Et, vous voyez, sur la ligne des tiers au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le bouton du nœud de cravate du marié. C'est le détail que je vais aller chercher, qui donne une certaine force à ma photographie. Et puis, bon, moi là, en l'occurrence, j'ai travaillé le flou de façon à ce qu'en plus, l'œil soit particulièrement attiré par ça, mais ça raconte pas du tout la même chose. Là, j'ai quelque chose qui va s'ouvrir, là, j'ai quelque chose qui va se fermer, se concentrer sur un détail. Vous voyez, c'est rien que le fait de dire hop, allongé ou debout, ça raconte pas la même chose. Par contre, effectivement, c'est des choses qui peuvent être relativement détournées. Si on prend deux autres exemples, ici j'ai bien utilisé un format paysage, mais pour essayer de donner, pour donner à contre-emploi une force particulière à une image. Donc là, j'ai quelque chose d'angoissant, mais dans un format paysage. Je cherche à avoir une narration. Quelle est l'histoire de cette femme? Qu'est-ce que ça raconte? Accessoirement, pour l'anecdote, c'est une photo que j'avais prise dans le cadre de la participation à Octobre Rose, campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Ici, à droite, je suis dans un format paysage, dans un format portrait. Encore une fois, j'ai relativement, pas tout à fait, vous voyez, respecté la règle des tiers, mais ça amène, effectivement, ça renferme le regard, mais c'est pas spécialement angoissant. Par contre, ça donne de la force au sujet, en l'occurrence, la bougie du modèle avec lequel j'ai fait cette séance. On peut l'utiliser à contre-emploi. Typiquement, encore une fois, là, ça va pas m'amener ces deux photos de la sérénité, mais je vous le disais, ça a aussi un aspect de la narration. Donc ça peut malgré tout, un format paysage peut vous amener quelque chose de fort, il n'y a pas de souci. Il faut simplement bien penser les choses. Et regardez dans les deux cas, c'est pas pour rien, hein. Qu'est-ce que j'ai sur la ligne des tiers? J'ai le chanteur. Ici, qu'est-ce que j'ai sur la ligne des tiers? Le modèle et son regard. Encore une fois, on n'est pas à 0,3% près, hein, c'est une intention générique. Vous voyez là, ces deux images, elles racontent quelque chose. Donc j'ai utilisé ce format-là qui est celui de la narration. Et puis enfin, dernière illustration sur du format portrait. Vous voyez, quand on veut donner de la force à quelque chose, vous voyez typiquement ce que je vous disais sur le portrait, très resserré. Voilà, il n'y a pas de vide autour du sujet. Les yeux sur la ligne des tiers. Et là, j'ai un regard qui capte tout de suite l'attention. Oui, vas-y, Yannick, Caroline. on a plusieurs questions sur le Ouais. chat. Je ne sais pas si tu les vois. Une première Alors, question je vais sur le l'afficher. flash. Oui. Alors, comment faire une belle photo de famille avec un smartphone et l'option retardateur, avec le flash qui est automatiquement désactivé? J'ai essayé en décembre, la photo est ratée car sombre et floue. Alors, c'est un peu bizarre ce que vous me dites que la photo soit. Alors, floue, c'est normal. Si vous étiez en mode selfie, ça veut dire que vous le tenez à bout de bras. Et si vous le tenez à bout de bras sans flash, en fait, l'appareil ne va pas recevoir suffisamment de lumière, et donc il va capter de la lumière plus longtemps. Ça veut dire que j'ai besoin de recevoir plus de quantité de lumière. Non, elle ne dit pas à bout de bras. Ah, alors c'était option retardateur avec le flash. Non, 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 non. Il était posé à distance avec retardateur. Alors là, je suis désolé, parce que s'il était posé avec retardateur sans flash, flou et sombre, malheureusement, j'ai pas vraiment d'explication. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de passer par Carole après pour m'envoyer le résultat que vous avez obtenu. Je chercherai à regarder à comprendre comment l'appareil il a construit cette photo-là, et puis je vous redirai. Mais là, comme ça, instinctivement, j'ai pas de réponse. Parce que si l'appareil était stable, même sans flash, sauf si vraiment vous avez bougé comme ça pendant la prise de vue, il n'y a pas de raison que ce soit flou et encore moins sombre.
Karine et Eric dit on ne voit pas la photo, je ne sais pas de laquelle vous parlez. Comment faire une photo d'un intérieur de commerce avec ou sans personne? On va avoir un exemple juste derrière, donc je temporise un tout petit peu. Et puis je vous propose d'avancer du coup. Ok, merci Ah bah Karine. super. Donc, ensuite, un autre élément important qui est celui du point de vue. Encore une fois, je vais passer relativement vite, mais vous pourrez y revenir, donc vous inquiétez pas. C'est la façon dont l'œil, autrement dit l'appareil, est positionné par rapport au sujet. En gros, il y en a 4 à retenir. Quand je suis tout à fait au-dessus de mon sujet, je regarde mon sujet vraiment de haut. Je suis Dieu le Père et je regarde mon sujet. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un point de vue qui est clinique. Il n'y a pas d'implication émotionnelle. C'est vraiment purement cartographique. Voilà, il n'y a pas d'émotion qui s'en dégage. Si je suis, en gros, comme ça, en biais, mais du haut, ce que ça va raconter, c'est que je domine mon sujet. Alors, c'est pas forcément dans une relation SM dont je vous parle. Je domine mon sujet, ça veut dire je maîtrise mon sujet. Je suis en maîtrise par rapport à mon sujet et je vous raconte quelque chose qui m'appartient complètement, sur lequel je suis en maîtrise. Si vous regardez, si l'appareil est à la hauteur du sujet, c'est je suis l'égal de mon sujet, mais c'est aussi le sujet est mon égal. Si on reprend la photo de tout à l'heure, on ne va pas repartir en arrière parce qu'on n'en a pas vraiment le temps, mais souvenez-vous de la photo du plat. Elle était à la hauteur, le photographe il s'était mis à la hauteur du plat. Ce que ça raconte, c'est, quand je dis je suis l'égal de mon sujet, ça ne veut pas dire que je suis l'égal d'un steak. Ça veut dire que il n'y a pas comment dirais-je, de distance à considérer entre le sujet et moi. Autrement dit, ce plat est fait pour moi. Ça raconte pas la même chose si j'ai le plat qui est à ma hauteur que si je domine le truc du dessus, quoi. Et puis enfin, quand je suis sous le sujet, ce que ça raconte, c'est que je suis dominé par mon sujet. C'est globalement le sujet que je photographie est plus grand que moi, plus fort que moi. Donc retenez ça et vous pourrez y revenir. Encore une fois, c'est juste un principe de base, mais ça permet de guider émotionnellement la photo et donc ce qui va en résulter. Enfin, la lumière et le flou, je vais passer relativement vite. La lumière, voilà, c'est comme dit, la photographie, c'est sculpté avec de la lumière, étymologiquement parlant. Donc, vous pouvez en mettre, pas de problème. Toujours attention au flash. Quand je dis vous pouvez en mettre, c'est autrement dit, typiquement, si on prend l'exemple de Fanny, fait une photo d'un intérieur de commerce, déjà la première chose à faire, avant de faire la photo, je m'excuse, je reste en ligne, mais j'ai une porte qui tape, je vais la fermer parce que c'est un peu difficile pour moi. La première chose à faire, c'est mettez les lumières de votre commerce, regardez ce que ça donne, éteignez-en, rallumez-en, mettez-en d'autres, bref, jouez avec la lumière et regardez ce que ça donne. Et seulement après, penchez-vous sur la question de la photographie. Oui, le replay sera disponible, Valérie. Bonjour. Donc la première chose à faire avec la lumière, c'est mettez-en, rajoutez-en, voyez ce que ça fait, déjà rien qu'en regardant comme ça vous-même de visu, puis seulement imaginez-vous regarder ça à travers un cadre et éventuellement là commencer à regarder avec votre smartphone ou votre appareil photo. Mais n'ayez pas peur de jouer, d'en rajouter, d'en enlever pour voir ce que ça donne. Ça va changer les ombres, ça va changer la chaleur de la lumière, ça va changer l'enveloppement des sujets, etc., etc. Donc justement, une question sur le chat. Quel type de lumière? Plutôt blanche, jaune? Alors c'est une excellente question. On va parler de lumière chaude ou de lumière froide en photographie. Les lumières jaunes vont donner une impression de chaleur. Les lumières bleues vont donner une impression de froideur. Donc et les lumières blanches, ça va donner une impression plus clinique. Sachant que la lumière blanche, c'est celle du soleil à midi, hein, paf. Mais le matin, vous avez plutôt des lumières chaudes et le soir, plutôt des lumières froides. Donc, jaune va vous donner une impression de chaleur, quelque chose de plutôt cosy. Si vous imaginez, par exemple, je sais rien, moi, vous avez un bar de type lounge avec une ambiance très cosy, très chaleureuse, avec des choses comme du cuir, des choses qui sont un peu jaunes, un peu marron, du parquet, du bois, etc., etc. Là, n'ayez pas peur d'accentuer cette ambiance qui va être donnée naturellement par la coloration des choses, avec des lumières plutôt jaunes, plutôt chaudes, plutôt enveloppantes. A contrario, si vous voulez faire la photo, j'en sais rien moi, d'un matériel médical,
là, n'ayez pas peur d'aller vers des lumières qui sont plutôt bleues, plutôt cliniques, plutôt froides. Donc oui, la couleur de le type de lumière est très très important. Le jaune va être associé à la chaleur, le bleu va être associé à la froideur et au côté clinique des choses. Et encore une fois, attention au flash, parce que le flash, souvent en plus, lui, il est en plus d'être dur, il est plutôt blanc-blanc, donc il va apporter une neutralité, alors que ce que vous souhaitez apporter, c'est une émotion. Donc vraiment, il faut éviter le flash. Et puis, comme je vous disais, tout le talent du photographe, c'est pas de faire net, mais de faire flou. Donc ça, retenez-le juste parce que sur la plupart des appareils photo aujourd'hui, y compris les smartphones, vous avez des options pour faire du flou. Options flou, prononcé, options nourriture, des fois, jouez un peu, allez regarder ce qu'il y a dans les options, mais souvent vous pouvez travailler sur le flou, ce qui vous permet de ne mettre net que la partie que vous estimez être la plus importante, et donc de générer du flou autour, et donc d'accentuer l'intention sur la partie qui est nette. Et je vous donne quelques exemples. Alors voilà, les choses que j'ai fait moi avec mon smartphone, hein. Donc moi je suis un utilisateur, je vous le disais, de smartphone absolument catastrophique. Voici un exemple, donc là typiquement ce qu'il ne faut pas faire, hein. J'ai fait du pain, j'ai fait des baguettes, je m'amuse un peu avec la boulangerie. Pris du dessus, j'ai absolument pas réfléchi, il y a des éléments parasites, le résultat n'est pas terrible. Même moment, vraiment le même moment, hein. J'ai pas entendu 3 secondes entre la première et la deuxième photo. Je dis pas qu'à droite c'est la photo du siècle, mais clairement ça raconte des choses très différentes entre la photo de gauche et la photo de droite. J'irai pas jusqu'à dire qu'à droite vous avez une photographie de type professionnel que pourrait faire un boulanger qui cherche à mettre en valeur son travail, mais déjà beaucoup plus qu'à gauche. Et la différence entre la photo de gauche et la photo de droite, je vous dis, elle est de 3 secondes, hein. C'est pas compliqué. La photo de gauche, vous voyez tous les défauts, les détails sont pourris, la lumière est pas bonne, j'ai rien qui respecte la règle des tiers, c'est centré en pleine pastille, enfin bref, c'est une catastrophe. À droite, j'ai joué un peu avec l'inclinaison pour avoir une jolie lumière. Je me suis mis pas tout à fait à hauteur de mon produit, mais pas loin pour dire que moi ça me parle. J'ai bien sur la ligne des tiers un des aspects qui sera potentiellement les plus croustillants de la baguette. Et puis l'appareil photo, comme j'étais très près, il a généré du flou d'objectif naturel, donc la photo est tout à fait différente. Normalement, vous devriez considérer que celle de droite est plus réussie que celle de gauche. Ça, c'est mieux. Si on prend effectivement sur une boutique, regardez là ici, tout bêtement, voilà, chez mon coiffeur, cherche à traduire une ambiance, je cherche à traduire quelque chose. Bon, voilà, il a fallu que je cherche ce qu'il fallait surtout pas faire. J'ai cadré n'importe comment, j'ai un bout de miroir qui est coupé. On me voit dans le miroir, donc faites attention, hein. La question tout à l'heure, j'ai des photos à faire de ma boutique. Chose extrêmement importante, faites attention aux surfaces vitrées, faites attention au miroir, parce qu'on va voir des choses dedans. Donc faites attention. Là, on voit le photographe, c'est pris au flash, il y a des accessoires qui sont posés n'importe comment. Vous voyez, quand je dis que le flash fait des lumières très dures, regardez les ombres qu'il apporte. Ce sont des ombres très très dures. Quelques secondes plus tard, même endroit, simplement, tiens, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'allumer ta lampe? On se décale, on regarde, ok, c'est beaucoup plus joli, les produits, les ombres, la chaleur de la lumière jaune, on en revient à la couleur que vous disiez juste avant, Fanny, ça donne pas du tout la même chose. Alors, encore une fois, on pourrait faire beaucoup mieux, hein. Là, j'ai fait ça en quelques secondes. Là, vous voyez, dans le miroir, typiquement, on aurait pu prêter attention à dire qu'est-ce qu'on voit dans le miroir. Est-ce que c'est suffisamment joli, pas suffisamment joli? La Oui, c'est réponse ce est que tu appelles ici. le parasite. Exactement. Là, ici, malgré tout, on voit que la règle des compositions, elle est bien traduite. J'ai une composition qui est pas trop mauvaise. Je vois bien ici, ok, j'ai quelque chose sur la ligne des tiers qui me rappelle que je suis dans un salon très personnalisé, je vais être reçu par quelqu'un en particulier, j'ai une jolie lumière, etc. Mais par contre, qu'est-ce que je vais voir? Si, en plein centre, c'est pas terrible. Je vais quand même avoir des détails parasites, un bureau avec des tiroirs, des machins, etc. Donc celle-ci est meilleure que celle-là, bien meilleure, mais elle pourrait être encore bien meilleur si je faisais attention à ce que je voyais dans le miroir. Donc ça, une autre de mes petites passions, c'est le single malt. Bon ça, on m'a offert une bouteille de whisky très très sympathique, sur laquelle en plus ils ont fait un effort sur le packaging, ce qui n'est pas fréquent dans le monde du whisky. Bon voilà, on prend la bouteille, on la pose. Là c'est fait au flash, de face. Ok, pas très bien réfléchi. Je vois ici, j'ai un petit détail derrière qui n'est pas terrible, avec quelques secondes de plus. Simplement, tiens, prends voir une lampe de poche, éclaire-moi ça de côté. Donc là, je me suis adjoint les services d'une assistance.
avec une lampe de poche. J'ai simplement sorti la bouteille de son packaging, versé un petit peu dans un verre, positionné ça, poum, 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 mis sur la ligne des tiers le verre avec le contenu, puisqu'après tout, ce qu'on cherche à valoriser, c'est quand même bien le résultat. Mais on voit quand même, malgré le flou, on voit bien le produit, la bouteille, le packaging, le résultat, et on n'a qu'une envie, c'est de tendre la main pour le boire. Et encore une fois, entre les deux photos, il y a 30 secondes d'écart. Donc vous voyez, c'est vraiment principalement ça qu'on souhaitait vous illustrer, c'est la connaissance de quelques règles de base, 3 pièges à éviter, 3 choses à appliquer. Et vraiment, c'est pas une question de temps, c'est juste une question de on essaie de prendre ces règles et de les appliquer, et on arrive tout de suite à un résultat qui est globalement beaucoup plus sympathique, beaucoup plus qualitatif. Encore une fois, ça, c'est peut-être pas une photo qu'on mettra dans un catalogue produit quand on est chez Macmira et qu'on souhaite mettre en valeur la chose. Par contre, pour une communication éphémère, sur de l'Instagram, sur du Facebook, ou même pour un article sur un blog, ou etc., dont la vocation n'est pas de rester en affichage permanent, et en tout cas en première ligne, ça peut peut-être largement suffire. Et je vous dis, en plus, c'est fait par quelqu'un qui ne supporte pas de faire les photos avec un smartphone, à savoir moi-même. Voilà, je suis désolé, on est presque dans les temps, on a un tout petit peu dépassé. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques, des interrogations? Moi, ça ne me gêne pas de prendre quelques minutes supplémentaires, j'ai un tout petit peu de rap devant moi. Alors déjà, voilà, on te dit merci Yannick pour la clarté de vos explications et tous ces petits détails qui sont importants. Eh ben, merci, écoutez, c'était l'objectif. Désolé pour le côté un peu didactique, mais on n'avait pas beaucoup de temps, il fallait filer un petit peu tout droit. Comme dit, vous aurez accès au support et à la vidéo ensuite. Vous pourrez y revenir tranquillement. Oui, donc je vous reconfirme que nous mettrons la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube, et nous l'envoyons de toute façon habituellement à tous les participants pour que vous puissiez ensuite la revisionner. Mais, merci à tous pour vos remerciements. Merci beaucoup. Ça me donne envie de décortiquer mon smartphone pour faire vraiment mieux. Très, très intéressant. Merci. Mais de Écoutez, rien. Tant mieux, c'était l'objectif. C'était l'objectif, effectivement, de vous apporter un éclairage et de vous montrer que, voilà, avec juste un téléphone et donc, par défaut, un tout petit budget, vous pouvez déjà réaliser des photographies qualitatives et qui vont vous permettre voilà, de mettre en avant votre savoir-faire, votre boutique, vos produits, pour justement faire venir les clients dans votre boutique, et surtout, voilà, créer de la communication, créer de l'interaction. C'était l'objectif. Bravo pour le jeu de mots. Non, mais c'est ça. En gros, en synthèse, retenez, il y a 3 x 3, c'est pas compliqué. C'est une photo, c'est on y réfléchit, on la construit, on la prend. C'est pas au centre, pas dans la pastille, pas de flash, attention aux détails. Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait, c'est la règle des tiers, c'est le flou, la lumière. Et puis zut, je suis en train d'oublier mon troisième tout seul, vous voyez, comme un grand, alors que ça devrait venir naturellement. Oui, qui est l'angle de vue. Voilà. La règle des tiers, l'angle de vue, et puis la lumière. Une fois que vous avez ça, avec ces 3 x 3 règles, normalement, très 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 rapidement, vous pouvez obtenir des résultats assez sympathiques sans problème. Par contre, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous voulez travailler quelque chose qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus percutant, là, le travail avec un photographe avec lequel vous comprenez, ça c'est important, peut être évidemment très intéressant. Voilà. Donc, on retrouvera également donc cette vidéo en lien dans la newsletter de la boutique qui partira la semaine prochaine. Donc, sur la thématique « Je soigne mon image ». Pour le prochain Café du Commerce, il aura lieu le 14 mars prochain, et la thématique sera sur la cybersécurité. Donc, un sujet complètement différent. Mais vraiment d'actualité. Donc là, on vous montrera effectivement comment protéger vos données, comment faire pour que votre commerce et votre activité puissent être protégés. Donc, nous aurons l'intervention d'un de mes collègues qui est spécialisé en cybersécurité. Donc, je vous invite également à nous laisser vos avis,
sur ce café du commerce pour que nous puissions encore et toujours améliorer nos prestations et pourquoi pas nous suggérer des sujets. Vous recevrez dans l'après-midi un petit mail justement vous demandant votre avis et vous aurez un petit espace pour nous donner vos idées, voilà, nous dire ce dont vous pouvez avoir besoin au Café du Commerce. En tout cas, je vous retrouve écoutez, dans un mois avec grand plaisir. Et puis voilà, vous avez des coordonnées pour tous les participants qui étaient dans le territoire de Belfort. Vous pouvez donc me contacter à l'adresse qui apparaît ou par téléphone. Pour ceux qui ne seraient pas dans le territoire de Belfort, je vous invite à prendre contact avec vos conseillers des chambres de commerce et d'industrie pour que vous puissiez justement prendre contact avec eux et vous faire accompagner sur le volet du numérique. Ils sont à votre disposition et proposent des accompagnements à destination des commerçants. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, ils sont à votre disposition. À très bientôt à tous. Au revoir, Et au merci plaisir beaucoup. de vous retrouver pour un café du commerce. À bientôt. Au revoir, bonne journée, bonne semaine à tous.